Non, donc j'appelle François Richard, le modérateur de la séance, et nous allons commencer avec Madame Cécile Vaugelade, directeur des affaires technico-réglementaires du SNITEM, donc le point de vue du SNITEM par rapport aux implants. Madame. Merci. Écoutez, je remercie l'Académie de l'occasion qui nous est donnée de vous rappeler ou de vous expliquer le cadre réglementaire qui encadre les dispositifs médicaux, même si on va se concentrer un peu plus sur les implants aujourd'hui puisque c'est ce qui vous intéresse. Alors, l'exercice est difficile en 20 minutes, on va essayer d'être le plus efficace possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que la réglementation qui encadre la mise sur le marché des dispositifs médicaux est une réglementation qui est jeune, puisque sa première application date de 98 avec des textes qui dataient des années 90 et 93. On voit aussi qu'il y a eu une évolution de ces textes qui se sont empilés, puisqu'on a eu 5 amendements après les 2 directives 90-385 et 93-42, dont le plus récent et le plus important en 2007, et des directives supplémentaires qui avaient vocation à traiter des problématiques en particulier de reclassification de produits particuliers comme les implants mammaires ou les implants articulaires. Et on a 2 règlements qui sont plus récents et qui couvrent des spécificités sur certains dispositifs, ceux qui contiennent des dérivés d'origine animale et le sujet du e-labeling, c'est-à-dire des notices qui ne sont plus des notices papier, mais qui sont des notices électroniques. On a aussi une directive pour tout ce qui concerne les réactifs et automates de laboratoire, donc le diagnostic in vitro. Cette réglementation, comme vous le voyez, a été en constante évolution et une des dernières grandes avancées sont les règlements européens, le 2017-745 pour les dispositifs médicaux et le 2017-746 pour ceux de diagnostic in vitro. Ces règlements ont été publiés en 2017 et le premier, le 2017-745, sera mis en application dans un an maintenant à peu près puisque c'est mai 2020. Et ces nouveaux règlements sont des textes de poids. Déjà, ils augmentent de façon assez importante le nombre de pages qui étaient contenues dans les directives et font évoluer beaucoup soit des exigences, soit des règles qui entourent la mise sur le marché des dispositifs médicaux. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif médical et surtout comment les classe-t-on d'un point de vue réglementaire? Un dispositif médical, ça peut être un produit matériel ou immatériel et on a de plus en plus de logiciels ou d'applications mobiles qui ont pour vocation à être utilisées chez l'homme et surtout à avoir une finalité, qu'elle soit diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de maîtrise de la conception, mais qui est donc une finalité médicale. Et le deuxième grand volet, une fois que ce produit matériel ou immatériel a bien une revendication médicale, c'est que son mécanisme d'action soit dit mécanique, alors c'est bien sûr entre guillemets, et pour aller un peu plus vite, c'est tout ce qui ne va pas agir comme un médicament. Donc si on caricature, les dispositifs médicaux, c'est tout ce qui sert à soigner, mais qui n'est pas un médicament, à soigner ou à diagnostiquer, mais qui n'est pas un médicament. Alors ces dispositifs, ils sont classés en 4 classes. Ce sont des classes de risque et plus on monte dans la hiérarchie, plus le risque inhérent à l'utilisation du dispositif est important. Et on voit que cette pyramide est aussi alignée sur le nombre de produits disponibles dans chaque classe. Évidemment, la plupart des implants vont se trouver dans la classe de risque la plus élevée, c'est-à-dire la classe 3, tout en haut de la pyramide. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que, quelle que soit la classe du dispositif, et donc qu'on parle finalement d'un fauteuil roulant ou d'un pacemaker, les exigences de démonstration de sécurité et de performance seront les mêmes, seront basées sur les mêmes principes, même si évidemment tout ne va pas s'appliquer de la même façon. On n'a pas besoin de démontrer la stérilité d'un fauteuil roulant, là où on a sans doute besoin de le démontrer pour un implant. Alors, ce fameux marquage CE dont on a beaucoup entendu parler en cette fin d'année et début d'année et que nous, on qualifie toujours de marquage CE médical. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Le marquage CE, pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? C'est pour réglementer la mise sur le marché d'une infinité de produits très différents, puisqu'on l'a vu, on parle de lunettes, d'IRM, de scanners, d'implants et de logiciels, mais selon une règle unique. Et cette règle, elle est basée sur le rapport bénéfice-risque, évidemment. Il faut que ça ait un intérêt en santé et que ça assure la sécurité. Donc ce marquage CE, c'est ce qu'on appelle le principe de la nouvelle approche qui effectivement s'applique à d'autres produits qui sont mis sur le marché, mais toujours en adaptant les périmètres du marquage CE aux produits qui sont concernés. Les principes communs sont la libre circulation des produits une fois qu'ils ont été marqués CE sur l'ensemble du territoire européen, la responsabilité du fabricant, l'assistance par un tiers habilité, on va en parler plus loin, ce sont ce qu'on appelle les organismes notifiés, et le contrôle par les autorités compétentes. Donc même si ces principes effectivement de nouvelle approche s'appliquent à bien d'autres produits que les dispositifs médicaux, il faut savoir que chaque directive et bientôt règlement s'adresse à la catégorie de produits en précisant des exigences essentielles spécifiques et démontrées sur la base de processus qui sont ad hoc en fonction des produits. Donc de façon très claire, on peut dire que le marquage CE médical des dispositifs médicaux n'a rien à voir avec le marquage CE d'un jouet ou d'un ascenseur comme on a pu l'entendre quelquefois. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans un système qu'on peut appeler autorisation de mise sur le marché au sens autorisation par une autorité compétente, mais on va voir que le système est contrôlé par d'autres moyens qui sont à peu près l'équivalent. Alors là, effectivement, ce parcours, je voulais illustrer pour que vous puissiez voir que ça commence ici, de l'idée. Là, on va être sur la mise sur le marché et que surtout ça continue après. Et qu'il y a deux grands pans à retenir, c'est celui du système de management de la qualité du fabricant et celui de sa documentation technique. On va voir qu'il y a plusieurs acteurs, l'autorité compétente, et Jean-Claude Ghislain pourra vous en parler, et les fameux organismes notifiés qui interviennent à plusieurs endroits de la vie du produit et de sa mise sur le marché. Donc si on s'intéresse à la phase de développement et d'évaluation de la conformité du produit. Donc comme je vous l'ai dit, on part d'une idée. Cette idée, elle est souvent d'ailleurs, elle émane souvent du monde médical et c'est souvent pour répondre aux besoins que vous exprimez, vous, chirurgiens ou professionnels de santé, que les industriels se saisissent de l'idée et proposent des produits. Et ensuite, on va passer par plusieurs phases et ces phases, elles ont des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que bien entendu, il y a tout le travail de R&D, tout le travail, une fois que le prototype a été défini, d'études précliniques, donc soit sur banc d'essai, soit sur animaux, soit pour étudier certaines propriétés. La phase est bien sûr très importante de l'essai clinique chez l'homme et pendant tout le long, la gestion des risques. Et évidemment, entre la R&D et les premières études précliniques, on peut se rendre compte qu'il faut qu'on revienne en arrière pour modifier le concept du dispositif et faire qu'il réponde aux exigences. Toutes ces étapes vont nourrir tout un tas d'études qui vont venir se compiler dans la documentation technique du fabricant. Et c'est à la fois toutes les études de biocompatibilité, les études mécaniques, les études sur banc d'essai, bien sûr les évaluations cliniques qui, elles, ont besoin d'une autorisation de l'autorité compétente, en France l'ANSM, pour pouvoir être autorisées, la gestion des risques, l'analyse des risques, l'aptitude à l'utilisation, c'est-à-dire la capacité que vous aurez, vous, utilisateur, à le faire dans de bonnes conditions. Une fois que le fabricant, tout en construisant son système de management de la qualité, arrive à avoir démontré la conformité de son dispositif, il pourra passer à l'évaluation par un organisme notifié, mais on va le voir plus tard. Alors, pour construire cette documentation technique, la première des choses que doit faire le fabricant, c'est de répondre à l'exigence fondamentale, et la première, c'est celle du rapport bénéfice-risque favorable. Mais il y a aussi bien d'autres exigences qui visent la conception du dispositif, sa fabrication et toutes les informations qui vont être fournies avec le dispositif, que ce soit sur l'étiquetage, mais aussi sur la notice d'utilisation à destination des utilisateurs.
Tous ces sujets, ils se gèrent à travers l'évaluation préclinique et clinique et la gestion des risques. Et la démonstration de la réponse aux exigences essentielles se traduit dans la documentation technique qui peut parfois faire un certain nombre de classeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de petit DM. Ce n'est pas parce qu'on est un DM de classe 1 ou qui va être utilisé dans une toute petite niche qu'il ne faudra pas que le fabricant réponde à l'ensemble des exigences qui lui sont applicables. Je vous ai parlé d'un nouveau règlement qui rentre en application dans un an. Il apporte un certain nombre d'évolutions. Une des grandes évolutions, c'est ce qu'on appelle la procédure d'évaluation clinique renforcée, notamment pour tous les implantables de classe 3, donc ce qui vous intéresse. Il y aura en plus, et je vous le dirai tout à l'heure, de l'intervention de l'ON, celui d'un panel d'experts européens. Donc là, on retrouve la centralisation et l'idée de l'AMM qui émettra un avis et qui permettra que le système puisse être partagé au niveau européen. Il faut aussi savoir qu'au-delà de cette grande avancée, toutes les exigences de la directive sont explicitées, renforcées, voire additionnées de nouvelles exigences. Donc une fois que le fabricant a répondu à l'ensemble des exigences essentielles qui lui sont applicables, il faut qu'il suive une procédure de démonstration de la conformité. Cette procédure, elle va être fonction de la classe et la complexité et la profondeur de la procédure va être croissante plus la classe augmente et le produit a une classe de risque élevée. Cette procédure, elle est au choix du fabricant, mais elle est au choix parmi plusieurs routes. Toutes ces routes sont équivalentes et ce n'est pas le fabricant qui choisit de faire ce qu'il veut. Il a le choix entre 1 ou 2 ou 3 chemins suivant la classe du dispositif. Et pour la grande majorité des procédures, il y a la nécessité d'intervention d'un organisme notifié pour l'évaluation initiale et pour l'évaluation de suivi. Et ça, on le verra après. La chose à retenir, c'est que les classes 1, effectivement, sont ceux qui n'ont pas besoin d'évaluation de la procédure par un organisme notifié. Donc la conformité, elle s'appuie sur 2 grands piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le premier, c'est la conformité du produit. Donc on va vérifier que ce produit, il répond à toutes les exigences essentielles qui lui sont applicables et tout ça va être vu à travers la documentation technique du fabricant. Le deuxième pilier, c'est celui du système qualité et c'est ce qui va permettre de démontrer la capacité qu'a l'entreprise à reproduire ce produit qu'il a démontré comme conforme et répondant aux exigences essentielles tout au long de la mise sur le marché des produits. Il faut que chaque lot continue à être conforme à la documentation technique. Et donc au milieu, va se trouver l'organisme notifié qui va devoir suivre ces 2 volets. Justement, l'évaluation initiale de l'organisme notifié est un processus qui ne se fait pas en une seule étape et contrairement à ce qu'on a pu dire, jamais un filet d'orange n'a été marqué CE en tant que dispositif médical. La première chose, c'est le contact du fabricant avec un organisme notifié. Il a le choix de l'organisme notifié sur le territoire européen. Cependant, tous les organismes notifiés répondent aux mêmes règles et doivent être habilités suivant des règles très strictes. Une fois qu'il a contacté l'organisme notifié, il y a une période de recevabilité, notamment, tout simplement, l'organisme notifié vérifie que l'entreprise existe, qu'elle a un SIRET, que les sites sont déclarés, que le produit qui lui est proposé est un produit qui répond à la définition de dispositif médical. Bon, dans le cas du filet d'orange, je pense qu'on s'est arrêté à cette étape-là. Donc l'étape d'après, c'est une double étape sur les 2 piliers dont on a parlé. C'est l'audit du système de management de la qualité sur site du fabricant et de ses sous-traitants critiques. Ça veut dire que les auditeurs se rendent sur place et voient tous les process mis en place par le fabricant. Et en parallèle, l'évaluation de la documentation technique. Après des échanges avec le fabricant, puisqu'il peut y avoir des écarts qu'il peut solutionner par la mise en place de plans d'action, les rapports finaux, que sont le rapport d'audit et le rapport d'évaluation, sont soumis à une revue indépendante. C'est-à-dire qu'au sein de l'organisme notifié, ce ne sont pas les mêmes personnes qui font les évaluations et qui les regardent pour proposer une décision. Au vu de cette revue,
il y a alors une proposition de décision et une décision. Soit cette décision est positive et l'organisme notifié peut émettre un certificat, ce qui permettra au fabricant d'apposer le marquage CE sur son dispositif et de le mettre sur le marché. Soit l'ON, et ça arrive, refuse parce qu'il considère que l'évaluation et la démonstration n'est pas suffisante. Et là, le fabricant, il repart à cette étape-là, voire il repart aux étapes précédentes de rétro-ingénierie et de conception. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça ne s'arrête pas là. Là, on était là dans l'évaluation initiale. Tous les ans, ensuite, l'organisme notifié continuera à venir en audit sur le site du fabricant et de ses sous-traitants pour vérifier que le système de management de la qualité continue à être efficace et efficient. Et au bout d'un temps donné, souvent 3 ans, il y aura une évaluation approfondie qu'on appelle l'audit de renouvellement. De la même façon, pour la documentation technique, c'est déjà fini, pour la documentation technique, dès lors qu'il y aura une modification substantielle, l'organisme notifié devra vérifier que le fabricant a bien mis à jour son dossier pour permettre la continuité du certificat. Ça, c'est la ligne de vie du dispositif et sa mise sur le marché, et on voit que l'autorité compétente, à tout moment, peut intervenir pour venir vérifier certaines choses, mais ça vous sera expliqué plus tard. Un des autres sujets, c'est que la surveillance après commercialisation ne se limite pas à la vigilance. La vigilance, c'est la partie réactive. Le fabricant, lui, par contre, doit nourrir toute sa partie surveillance après commercialisation, bien sûr par la vigilance, mais par la littérature et l'état de l'art, notamment ce qui se passe au vu des DM concurrents, par toutes les réclamations qu'il reçoit, même si ce sont des réclamations qualité, et par les données issues du suivi clinique après commercialisation, car ça fait partie des choses qu'il doit mettre en œuvre. Tout ce suivi après commercialisation doit toujours être revu pour évaluer si la balance bénéfice-risque est toujours positive, en mettant à jour le dossier de gestion des risques. Et les conséquences peuvent être multiples, soit de temps en temps une modification d'information de la notice, soit celle de la conception du dispositif, soit des actions de terrain qui peuvent aller jusqu'au rappel des produits si on a une vraie problématique, notamment de qualité ponctuelle qui fait que les produits doivent être rappelés. Il faut aussi savoir que dans le cadre du nouveau règlement, le rapport de suivi après commercialisation des implants sera communiqué annuellement à l'organisme notifié qui devra tous les ans émettre un avis spécifiquement sur ce suivi après commercialisation. Enfin, je voulais finir par vous parler d'un des autres grands éléments qu'apporte ce nouveau règlement, c'est le sujet de la transparence et de l'information. C'est sans doute un des sujets qui plombe depuis des années le monde du dispositif médical, c'est le manque de transparence et d'information ou la difficulté de récupérer des informations. La base de DAMED existe déjà mais n'est pas vraiment fonctionnelle. Par contre, sa nouvelle version qui va émaner du règlement permettra d'avoir accès, d'ailleurs pour un grand nombre de publics et surtout les utilisateurs, à des informations tout à fait factuelles, à savoir déjà quels sont les opérateurs économiques, donc les fabricants, les mandataires, les importateurs, quels sont les dispositifs qui sont mis sur le marché pays par pays, et en particulier pour les implants et les classes 3, un résumé de sécurité et de performance. Donc dans ce résumé seront présents les données cliniques, les contre-indications, les indications particulières, toutes les informations utiles sur le dispositif. Les organismes notifiés intégreront dans cette base de données les certificats délivrés, suspendus, retirés ou refusés. Ça veut dire qu'à tout moment, il pourra vérifier la validité d'un certificat émis par un ON. Le fabricant devra remplir tous les éléments de vigilance et toutes les informations de sécurité dans un module spécifique de cette base. Il y aura une grande partie de cette partie vigilance qui sera accessible et publique, même si les détails sont encore en discussion. Il y aura ensuite 2 modules plutôt réservés. Le premier aux autorités compétentes et à la commission pour toutes leurs activités de surveillance du marché, et toute la partie investigation clinique, donc en amont des essais cliniques,
les promoteurs devront s'enregistrer dans cette base. Et ce qui est très important, c'est qu'il y aura une clé et une seule qui permettra le lien entre tous ces modules. Ce sera le système d'identification unique du dispositif, parce que ça, c'est une des grandes avancées du règlement, puisque chaque dispositif médical se verra attribuer par son fabricant, et ça dès mai 2020, un identifiant unique qui sera donc la clé qui permettra de suivre à la fois sa mise sur le marché, mais aussi tous les sujets de vigilance qui y seront attachés. Donc en résumé, et même si je pourrais vous en parler encore longtemps, toutes les étapes clés qui garantissent la sécurité du patient sont réglementées, de la qualification du produit, c'est-à-dire S1DM n'en est pas un, quelle est sa classe, quelles sont les exigences essentielles qui lui sont applicables, suivant quel référentiel, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de normes, mais on pourrait en parler. Évidemment, l'évaluation clinique avant et après commercialisation, puisque c'est une obligation du règlement, l'évaluation de la conformité par l'organisme notifié, la mise sur le marché, toutes les procédures de distribution, il y a des obligations dans le règlement, et la surveillance après commercialisation. Toutes ces étapes sont non seulement réglementées, mais elles sont toutes renforcées dans le nouveau règlement. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Oui. Henri Coudan. Un micro. Merci. Merci Madame pour la clarté et la précision de cet exposé à travers la myriade de réglementations. Vous avez su tout bien dichotomiser, je vous en remercie infiniment. J'avais deux questions à vous poser. La première, existe-t-il actuellement dans la réglementation en matière de dispositifs médicaux, classe 3 en particulier en orthopédie, des durées de vie et des durées, comment dirais-je, de suivi, voire de remplacement de telle ou telle partie, par exemple d'une prothèse totale de hanche? Est-ce qu'il y a une date, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est 30 ans? Alors, il n'y a pas d'obligation réglementaire disant les implants sont utilisés pendant X temps. Par contre, ça fait partie du travail que doit faire le fabricant dans son analyse de risque que de donner les bonnes informations. Et c'est très compliqué, si on attendait d'avoir 20 ans de recul avant de mettre un produit sur le marché, ce serait trop tard, les choses auraient passé. Mais par contre, il doit donner des indications qui permettent à l'utilisateur de surveiller pour intervenir au bon moment. Mais il n'y a pas d'obligation réglementaire en disant les implants c'est tant de temps. J'entends bien, mais ça je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si, par exemple, dans un col modulaire de tel type de prothèse, le fabricant est-il tenu de poursuivre la fabrication en cas de remplacement pendant combien de temps? Voilà, c'est ma question. D'accord, pardon. Alors là, c'est le sujet de l'arrêt de mise sur le marché de certains produits. Oui, c'est ça. Et le fait qu'on peut avoir besoin, pendant un temps certain, voilà, notamment dans le cadre de reprise, de la même gamme, en tout ou partie. Là non plus, il n'y a pas d'obligation réglementaire. Voilà. Dans les faits, les fabricants conservent en général un certain nombre de produits pour répondre à ces obligations, et notamment à une époque, l'agence a accordé des dérogations aux fabricants qui avaient gardé ces dispositifs, qui n'étaient plus marqués CE parce qu'ils n'avaient pas maintenu le marquage CE, mais ils pouvaient démontrer qu'ils continuaient à suivre la réglementation, et l'agence a autorisé de façon exceptionnelle à ce que ces produits puissent être utilisés dans le cadre de reprise chirurgicale. Ça c'est un point, mais donc il n'y a pas de réglementation sur cette durée. Non, il n'y a pas d'obligation que le fabricant garde en stock et maintienne des gammes en matière de reprise. Je vous remercie. Et ma deuxième question, il y a des modifications mineures qui sont apportées dans tel ou tel dispositif. Je reviens aux implants orthopédiques de type 3. Quelles sont, j'allais dire, les relations du SNITEM vis-à-vis de la CNEDIMS? Alors là, on s'est placé en amont du remboursement. Donc ce que je vous ai évoqué, c'est la possibilité pour le fabricant de vendre son produit, de le mettre sur le marché. Suivant les réglementations, et en France effectivement on a une réglementation sur le remboursement, qui est l'étape d'après, comment le pays prend en charge dans son système de financement les produits. Alors oui, le SNITEM a des relations, puisqu'il y a toute une partie du SNITEM qui s'occupe de ce qu'on appelle l'accès au marché. Moi j'ai toujours un peu de mal, c'est l'accès au marché remboursable, qui en France répond à certaines règles, les inscriptions sous nom de marque, les génériques, l'intra-GHS, etc. Et à la fois au niveau du marquage CE, c'est-à-dire quand il y a une modification substantielle au niveau du marquage CE, il faut redémontrer que cette modification permet toujours de garder le bénéfice-risque. Et donc, évidemment, ça peut avoir des impacts sur le remboursement après si les produits sont modifiés.
Merci de la clarté de vos réponses, madame. Merci. Gérard Pascal, merci tout d'abord pour votre présentation. J'ai appris beaucoup de choses. Simplement, nous avions eu déjà un certain nombre de séances ici, notamment une consacrée aux startups. Oui. C'est un tout petit peu différent depuis l'idée jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, le label CE, etc. Et on avait vu notamment le long parcours, et là vous l'avez montré très clairement, le nombre d'obstacles qu'il fallait franchir pour parvenir donc à cette autorisation de mise sur le marché, avec parfois donc des délais qui peuvent atteindre 10 ans. Oui. Donc, je comprends que le principe de précaution joue au maximum, vu encore récemment un certain nombre de scandales, les prothèses mammaires et autres, etc. Mais ma question est un tout petit peu provocatrice quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, est-ce que vous avez déjà réfléchi peut-être à une réglementation qui, tout en étant aussi efficiente, soit un petit peu moins contraignante en termes de démarche Voilà, Alors, les industriels ont un certain nombre d'idées, ça c'est évident, mais c'est pas eux qui font tout seul la réglementation. Alors, il y a plusieurs choses. Un, évidemment, cette réglementation, il faut quand même se rendre compte qu'elle laisse la place à l'innovation, malgré tout, puisqu'elle ne fiche pas, et elle donne des obligations de résultats et pas des obligations de moyens. Et donc, n'importe quel DM innovant trouve sa place dans le règlement, et donc on n'a pas besoin de modifier à chaque fois la réglementation pour qu'il puisse arriver au bout. On a le cadre des expérimentations que sont les essais cliniques et qui permettent certaines fois quand même à un certain nombre de patients d'accéder aux produits, et de plus en plus il y a un travail en France sur la promotion de l'innovation et quels sont les chemins qui peuvent être empruntés pour, dans un cadre très sécuritaire quand même pour les patients, parce qu'on a aussi entendu les patients tous cobayes, ce qui ne nous semble pas du tout être le cas, mais puissent bénéficier des innovations. Donc cette balance, ça en est une autre, la balance de l'innovation et du frein réglementaire est un vrai sujet, je vous l'accorde. Oui. Merci. Wafa Skali, merci pour votre présentation très claire. Dans le même ordre d'idées, aujourd'hui, la simulation numérique est très puissante pour aider à la conception des implants, accélérer justement ces délais. La FDA commence à accréditer 510K pour des modèles numériques qui permettent d'aider à l'évaluation d'implants. Qu'en est-il au niveau réglementaire, point de vue marquage CE, etc. Est-ce que la simulation numérique commence petit à petit à être reconnue comme un moyen virtuel, mais utile pour certaines évaluations d'implants, ou alors est-ce qu'on est encore un petit peu en amont de tout ça? Elle sera toujours complémentaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'une simulation numérique. Par contre, c'est ce que je vous expliquais, on a ce qu'on appelle le suivi clinique après commercialisation. Tout le monde est bien conscient que si on attendait d'avoir attendu les 30 ans de vie d'une prothèse pour la mettre sur le marché, ce serait trop tard, toutes les technologies seraient dépassées. Donc c'est au fabricant de définir, et ces modèles lui permettent de gagner du temps, mais avec certaines implantations qui sont limitées et suivies dans un temps limité, le moment où l'organisme notifié peut venir vérifier que tous les concepts et les preuves sont suffisantes pour une première mise sur le marché, mais surtout de suivre. Et c'est ce qu'on appelle le suivi clinique après commercialisation, et c'est là où les industriels ont aussi besoin de vous en tant qu'acteur, c'est qu'il faut absolument continuer à suivre les patients pour pouvoir justement se rendre compte si toutes les hypothèses qui ont été mises en place et les premières vérifications continuent d'être suivies et quelque part si les modèles sont validés. Dernière question. Merci. Également, félicitations pour votre description très claire du chemin épineux de la réglementation CE. Vous avez très bien maintenant, à la fin de votre réponse, dit qu'il faut absolument aussi venir aux implanteurs pour avoir un suivi des cas. Alors je vous soumets par exemple l'histoire des prothèses mammaires qui à la fin ont malheureusement évolué dans certains lymphomes, dans certains lymphomes chez les malades. Moi, personnellement, ayant beaucoup de contacts internationaux, j'avais déjà entendu parler de ces
qu'en Italie il y a 6 ans. En France, on a sonné l'alerte il y a quelques mois, je crois. Non, non. Enfin, vous avez un spécialiste là, mais je peux vous dire que non, non. On en parle depuis 2011. Je ne veux pas provoquer maintenant une discussion internationale, mais quand même, ce qui est fondamental dans ces évaluations, c'est le feedback dans les différents pays. Tout à fait. Alors, je rappelle quand même qu'à ce jour, la France, c'est pas le seul, parce que je crois qu'elle a été suivie, mais le premier, en tout cas, des pays à avoir interdit les prothèses mammaires macrotexturées de mise sur le marché au sujet des lymphomes, qui sont des cas très graves mais très rares, et le sujet est ouvert à l'agence depuis 2010. Je m'en souviens un tout petit peu. Oui, 2010 déjà. Bref, en tout cas, le sujet du partage d'informations est un sujet très important, et c'est pour ça que la base de DAMET dont je vous ai parlé tout à l'heure est très importante, parce qu'elle permettra en temps réel d'avoir tous les cas européens qui ont été déclarés, ce qui est déjà une information qui est importante. Il y a des travaux internationaux dans le cadre d'une task force qui s'appelle l'IMDRF, mais je pense que Jean-Claude pourra en parler plus précisément, et des échanges sur ces sujets-là avec l'AFDA, entre l'AFDA et l'Europe, Santé Canada et l'Europe existent, notamment effectivement sur les implants mammaires. Il y a beaucoup d'autorités compétentes qui sont venues assister au sujet, et on va vers une convergence internationale de plus en plus sur tous ces sujets d'évaluation. Merci beaucoup. Merci Cécile Vogel, je pense qu'on peut l'applaudir.